Bonjour à tous. Je regarde toujours s'il y a des visages que je connais. Il y en a que je connais, c'est sûr. D'autres, je suis moins sûr. Merci, jeune fille. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, je m'appelle Damien Bouillac. Donc, je suis professeur de PS. Mon métier, c'est professeur de PS. Mais je suis aussi entraîneur depuis 30 ans maintenant. Alors, les enfants, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Première règle qu'on a mis en place, là, on n'a pas besoin de ballon. Et je vais vous demander de rester assis, au maximum silencieux, voilà, et sans ballon. Merci. J'ai déjà des enfants toute la semaine au collège, donc on va essayer d'être assis. On comprend le mot assis ou pas? Ouais. Allez, super. Bon, je vais essayer de parler fort. Alors, je vais finir de me présenter d'abord. Donc, ça fait une trentaine d'années que j'entraîne. J'ai entraîné toutes les catégories de U9, U7 jusqu'à championnat de France jeune. Et alors, j'ai pas eu de championnat de France senior, mais j'ai eu des seniors aussi. Ceux qui m'ont déjà vu en intervention, ils savent que je commence. Alors, oui, entre parenthèses, j'interviens pour le compte du comité de basket de l'Isère sur un programme autour des très grands gabarits, ou du moins des grands gabarits de la sélection, c'est-à-dire les enfants qui ont entre 11 et 13 ans et qui peuvent être des potentielles tailles. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les potentielles tailles, donc les grands gabarits entre 11 et 13 ans, ils ont à peu près une motricité similaire à des enfants de cet âge-là. Parce que quand on grandit vite, il y a des évolutions motrices et une maturation physiologique qui se fait un petit peu moins vite que les autres. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer aujourd'hui que je fais avec les grands gabarits de la sélection. Ceux qui m'ont déjà vu en intervention, ils m'ont déjà entendu parler de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Michel Gomez. Je commence toujours mes interventions avec lui. Parce que j'ai travaillé avec lui pendant presque 10 ans. Alors déjà, qui connaît Michel Gomez? Il n'y en a pas beaucoup, je pense. En général, c'est pas... Les petits jeunes, ah non, c'est pas qui c'est Michel Gomez. Alors Michel Gomez, c'est juste l'entraîneur le plus titré en France. Sauf que comme c'était il y a longtemps, on a tendance à oublier un petit peu. Il a aussi été entraîneur de l'équipe de France. Il a eu donc Limoges et Pau à la fin des années 80, début des années 90. Et c'est là où il a enchaîné pas mal de titres européens et français. Bref, et en tout cas, il dit une phrase qui m'inspire beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré dans ma carrière d'entraîneur, c'est qu'être entraîneur de haut niveau, c'est être capable d'entraîner de mini-basket jusqu'au niveau européen, jusqu'à Euroleague Pro A. Et la réalité de ce qu'on voit souvent, c'est que quand on peut avoir des très bons entraîneurs de seniors, de jeunes, mais à partir de 13-15 ans, et qui vont être complètement démunis face à des U7, U9, parce que c'est un public très particulier. Aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur les appuis. Donc, on va parler d'appui, mais je vais parler d'habileté motrice en général. Et d'ailleurs, je vais vous demander, je vais vous faire travailler, de réfléchir, et peut-être que je ferai une interro à la fin, donc préparez-vous, de réfléchir à une situation autour des appuis que vous faites et que vous pensez intéressante dans votre école de basket. Et puis, peut-être on essaiera de la présenter et de la rentrer dans une des familles motrices que je vais identifier à propos des appuis. Avant de faire ça, j'aimerais revenir sur le cadre d'intervention en U9 qui est un petit peu particulier, sur des choses que vous devez savoir, mais je préfère revenir dessus. Ça me paraît fondamental quand on intervient avec ce type de catégorie. J'ai fait un petit document que j'essaierai de vous communiquer avec beaucoup de références scientifiques que je ne vais pas détailler aujourd'hui, bien évidemment, mais que vous aurez si jamais vous êtes curieux sur tout ce que je vais vous dire. Et la première chose dont je vais vous parler, qui doit orienter notre intervention, c'est la capacité d'attention très limitée des enfants de cet âge-là, qui augmente un petit peu entre des enfants de 6 ans et des enfants de 10 ans, mais qui reste très limitée.
Donc ça implique quoi? Ça implique qu'on va chercher à les mettre en activité le plus vite possible, à avoir des temps d'explication, du coup, par corollaire, le plus court possible, et à les mettre dans des situations jouées le plus possible. C'est-à-dire que tout ce qui est exercice décontextualisé, comme ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, eh ben, on va pouvoir les utiliser, mais peut-être qu'il va falloir raconter une histoire autour qui va nous permettre d'obtenir l'adhésion des enfants. L'engagement émotionnel qu'ils vont pouvoir mettre, si c'est une situation jouée, ça va décupler leur capacité à apprendre, plutôt qu'une situation à laquelle ils n'adhèrent pas ou qu'ils ne comprennent pas. Donc je vais vous montrer des choses, peut-être certaines que vous connaissez, des choses un peu décontextualisées, mais qu'on va essayer de transformer après en jeu. Les modes d'apprentissage pour les enfants, je vous l'ai dit, apprentissage par l'action, apprentissage par observation, donc là tout le travail de neurones miroir que je vous laisserai compulser si vous voulez, et apprentissage par le jeu. Apprentissage par observation, ça veut dire que le côté visuel va être très important pour les enfants. Ça implique deux choses. Plutôt que de parler longtemps, eh ben, on va démontrer ou faire démontrer. D'accord? Si c'est moi qui démontre, ça aurait peut-être moins d'impact que si c'est un enfant qui démontre. Parce que moi, je suis l'entraîneur, pour eux, je suis Dieu sur terre, hein, je suis censé savoir tout faire. Alors qu'on sait que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Hein. Mais je suis censé savoir tout faire. Et la deuxième chose, c'est que le fait de faire démontrer par un enfant, ben, ça leur montre que c'est possible, puisque lui, il a mon âge et il y arrive. OK ? Apprentissage par le jeu, ça, j'en ai parlé. Les structures de séance, je ne reviens pas dessus. C'est des structures de séance qui ne ressemblent pas à des structures de séance forcément U13, où on va fonctionner beaucoup par atelier et sur des parcours. Moi, les parcours avec les U7, U9, c'est la base de ma pédagogie parce qu'on peut tout faire avec des parcours bien amenés. Et je vous donnerai un exemple à la fin, j'espère qu'on aura le temps. Voilà, la gestion de l'attention. Alors, là, on arrive dans cette catégorie d'âge-là à un moment où ils sont censés maîtriser tous les apprentissages moteurs fondamentaux. Encore une fois, je vous ai mis des références, mais les apprentissages moteurs fondamentaux, c'est être capable de tenir immobile sur un pied, être capable de marcher sur une ligne ou sur un muret sans tomber, être capable de faire du vélo, de pédaler, parfois avec des petites roulettes, mais en tout cas, ce mouvement-là, il est acquis. Voilà, tout ce genre d'habiletés motrices fondamentales, théoriquement, elles sont maîtrisées. Je dis bien théoriquement parce que vous savez comme moi que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas quand vous voyez les enfants arriver. Nous, on va développer des habiletés un peu plus spécifiques au basket, un peu plus spécifiques. Alors, j'ai participé, moi, je ne sais pas si vous avez vu passer ces documents qui ont été réalisés par le comité sur les attendus par catégorie. Est-ce que vous avez vu passer ces documents? C'est bien dommage si vous ne l'avez pas eu. Demandez à vos cadres techniques de vous les faire. Je pense qu'une partie sont disponibles sur le site du comité, donc allez voir. J'ai participé à la conception justement de cette grille de compétences, on va dire, qu'on a mis au point sur les U7, U9. Donc je vous engage à l'utiliser. Et il y a 3 compétences qui me semblent fondamentales à développer pour les enfants de cet âge-là. C'est courir, sauter et lancer. À l'intérieur de ces 3 familles, on va pouvoir tout travailler, mais c'est ça qui doit nous guider. Ils doivent apprendre à courir, à sauter, à lancer. Et ça, c'est préparatoire à tout ce qu'on va trouver au basketball. OK ? À l'intérieur de ces 3 grandes familles, j'ai identifié 4 capacités, on va dire. Et là, on va parler des appuis aujourd'hui, mais ces capacités-là, elles vont être valables pour tout ce qu'on a au niveau moteur, que ce soit au niveau du haut du corps, voilà, de la dextérité et tout ça. Mais là, au niveau des appuis, donc tout ce qui est équilibre proprioception, première compétence. Deuxième compétence, j'ai appelé ça kinesthésie, c'est un peu un gros mot, mais en tout cas apprendre à placer son pied, à savoir comment utiliser son pied. La troisième compétence, c'est tout ce qui est autour de la coordination et de la dissociation.
Et la quatrième, c'est tout ce qui est autour de la vélocité. Je vais essayer d'aller vite pour pas qu'ils s'entretuent. Je vais présenter dans chaque famille des petites situations que vous pourrez réutiliser. Moi, mon but quand j'interviens sur des formations comme ça, c'est pas de parler de choses théoriques pendant 1h30 et après de dire adaptez ça dans vos séances. Je vais vous présenter des exercices que vous pourrez aimer, trouver bidon ou pas. Moi, je suis allé voir plein d'interventions où je me disais non, c'est pas terrible ce qu'ils nous montrent. Mais très souvent, même sur des situations où on se dit ah ça je le ferai peut-être pas exactement, ça peut nous inspirer des choses. D'accord? Dire ah ouais mais ça je peux mettre le plot ici et puis ça ressemble à ce que je fais moi mais je peux aller plus loin. Donc je vous engage à voler toutes les idées que vous voyez, que ce soit sur des interventions ou maintenant on a une banque de données pratiquement infinie sur Internet, allez vous documenter sur YouTube. Il y a des choses carrément nulles, mais il y a plein de choses très intéressantes. Donc allez voir et c'est à vous de faire le tri entre tiens ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ça, il y a des choses, 100% des choses qui sont là, c'est des choses que j'ai adaptées de trucs que j'ai vus, soit sur des colloques, soit sur des entraînements d'entraîneurs plus ou moins chevronnés d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être BE12 pour proposer une situation qui va être intéressante. Donc les meilleurs entraîneurs, on aime bien dire, avec mes copains entraîneurs qu'on commençait à l'époque, c'est les meilleurs voleurs, ceux qui arrivent à voler les idées des autres. Avant de démarrer sur mes 4 compétences, là, et on commencera par la kinesthésie, c'est-à-dire comment poser son pied, comment utiliser son pied. À votre avis, je vais vous faire participer, qu'est-ce que c'est qui doit guider notre pratique, nos interventions 100% du temps avec les enfants? C'est-à-dire à la fin de la séance, je suis satisfait si j'ai quoi, à votre avis? Personne n'a une idée? Alors, oui, on pourrait se dire, et tu as raison, hein, s'ils ont appris quelque chose à la fin, c'est bien, je suis content. Mais pour moi, il y a un truc encore plus important. Et encore une fois, tout ce que je vais présenter là, ça n'est que mon avis. Hein. Alors l'engouement, moi, ouais, l'enthousiasme, mais moi je vais dire le sourire. Si les enfants ils repartent de ma séance avec le sourire, j'ai gagné. J'ai gagné. Après, les contenus, c'est autre chose. Et effectivement, on a envie qu'ils apprennent des choses. Mais moi, je veux qu'ils repartent avec la banane chez eux. Qu'ils repartent en disant wow, c'était trop bien aujourd'hui, on a fait un exercice avec des monstres qui devaient nous attraper, nous prendre notre trésor. Voilà, moi, je suis content le jour où je vois ça. Et je reviens sur un truc que j'ai dit tout à l'heure. Le visuel, c'est très important. Donc, voir des démonstrations. Mais le visuel dans le matériel, c'est aussi très important. Je suis désolé, je digresse un petit peu, mais là, j'ai mis plein d'ateliers en place. J'ai fait la même chose de l'autre côté tout à l'heure. Et j'étais content parce que j'ai eu un très bon exemple, c'est qu'il y a un enfant, donc je parle toujours un peu aux enfants au début. Il y a un enfant qui a levé la main et qui m'a dit « Ouais, il est trop beau le terrain ». Je lui ai dit « Mais pourquoi? C'est la couleur et tout ça ». Il dit « Ah non, mais moi, je m'entraîne tout le temps ici ». Mais c'est trop bien, le matériel et tout ça. Enfin, c'est moi qui lui ai fait dire ça, mais... Enfin, qui lui ai fait mettre le doigt sur le fait que c'était le matériel. Mais en tout cas, les enfants, ils aiment ça parce que c'est des supports pour leur imagination. Donc, mettez du matériel. Vous avez du matériel à disposition dans vos clubs. Mettez des plots, mettez des chaises, voilà, qui vont se transformer en dragons, en ce que vous voulez, mais mettez du matériel sur le terrain. On sait que la capacité d'abstraction des enfants de cet âge-là, elle est très limitée. Imaginez que vous avez devant vous un défenseur, il est... Par contre, s'il voit une chaise, là, peut-être, ça peut commencer à démarrer. Okay? Donc, mettez du matériel. Et je vais même dire une chose, pour les parents qui, souvent, n'y connaissent rien, qui sont dans les tribunes, ils voient un terrain comme ça où il y a plein de matos, des chaises, des piquets, ils se disent « Oh, ça bosse ici ». Alors qu'en vrai, ça se trouve, mes situations, elles sont nulles. Mais visuellement, je dis « Oh, putain, ça travaille là dans cette école de basket ». Donc, utilisez votre matériel. Allez, je ne reviens pas sur les routines à mettre en place. Vous regarderez ça dans mon document. Blablabla. 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 Allez, on va démarrer sur tout ce qui est kinesthésie, c'est-à-dire on va leur apprendre à avoir une foulée efficace, comment poser son pied pour ne pas se blesser et puis avoir une foulée, une capacité à courir qui va être la plus efficace possible.
Alors, coucou, venez me voir. Eh, j'ai une question. Est-ce que j'ai été moins long que Michael Corté? Plus long? C'est vrai ou pas? Bon, on va dire pareil alors. Ah, merci. 2 points de plus pour les Fayot. C'était beaucoup plus court. C'était court, voilà, il n'y a que des Fayot ici. Très bien. Allez, on se met tous sur la ligne rouge, les pieds sur la ligne rouge, face à moi. Face à moi. Alors, vous allez vous répartir. Alors, on va se mettre plutôt vers là parce qu'il y a un peu moins de matériel et ça évitera que vous soyez gênés par le matériel. Où il y a un lacet. La compétence lacet, compétence très importante que je travaille encore en 5e avec mes collégiens. Eh oui. Alors moi, je suis professeur de PS aussi, donc j'enseigne les activités physiques dans les collèges. Est-ce que je connais Ethan? Non. Allez, on se met bien sur la ligne rouge. Je vais vous montrer des éléments d'école de course que vous connaissez probablement, mais on va aller un petit peu plus loin, peut-être sur la compréhension de ces éléments. Alors, on va commencer par quelque chose que vous connaissez tous, et vous, a priori, c'est les montées de genoux. Est-ce que vous savez faire ça? Monter les genoux. OK? Montrez-moi sur place, là. Et attention, je vais vous demander, regardez, d'utiliser vos bras en même temps. Utilisez vos bras, donc mes bras, ils vont monter. Alors, quand on leur demande de penser à leurs bras, souvent, et ça devient ça, et quand on ne leur en parle pas, en général, ça fonctionne bien. Là, quand vous faites ça, donc là, ils ont une coordination à l'amble. Premier élément de coordination, haut du corps, bas du corps, être capable de monter le bras opposé. Mais c'est quelque chose de naturel qu'on a sur la marche. Il n'y a que les ours qui se déplacent, même jambes, même bras. Donc, vous allez me faire un aller-retour, montée de genoux. On essaye de ne pas déplacer les plots. Attention, très difficile. Donc là, vous pouvez aller un peu plus loin si vous voulez. Et bien lui, regarde, tes 2 pieds doivent être sur la ligne rouge. Regarde. Hop. Hop, et voilà. Tu t'y mets aussi? On va jusqu'à la ligne rouge de l'autre côté et on revient. Écoutez bien, attention, attention, attention. Posture. J'essaie d'avoir le buste droit, donc pas vers l'arrière, pas vers l'avant, et je regarde devant moi. C'est parti. Donc là, déjà, rien que sur une situation comme ça, on est capable de voir les écarts entre les niveaux de motricité de chacun. Hop, 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 il n'y a qu'un seul aller-retour, on s'arrête ici. Là, c'est la station de départ. En réalité, l'exercice de montée de genoux, c'est plus un exercice de renforcement musculaire que d'école de course. Il y a un exercice qui est très proche, qui est un petit peu plus difficile, mais c'est quelque chose d'atteignable avec des enfants de cet âge, qui va être plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le skipping. Alors la différence entre le skipping et le travail de montée de genoux, c'est le temps de réponse motrice, c'est-à-dire le temps pendant lequel le pied est au sol, c'est-à-dire que nous, on veut qu'il y ait le maximum de rebond. Alors regardez-moi, comme on va chercher du rebond, regardez bien, on va se promener. Et on va se promener gaiement, comme dans La Petite Maison dans la Prairie. Vous connaissez cette série ou pas? Tu connais? C'est fou, quand même, 50 ans après. Tu connais pas? Ben, c'est pas grave. Alors, on va faire ça. Je vais faire un rebond à chaque fois, je fais un cloche-pied, comme si je me promenais dans la cour. Je suis content, donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez qu'il y en a qui arrivent très bien, d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. Cette activité-là, cette compétence-là, elle est intéressante parce qu'on a un rebond ici. L'objectif, après, vous vous en doutez, ça va être d'avoir le rebond le plus court possible, donc avoir le maximum de réponses, le minimum de temps de pause au sol. Donc on va essayer de leur demander. Qu'est-ce qu'il fait bien? J'en ai vu qu'il ne le faisait pas trop mal là. J'ai vu des filles qui le faisaient bien. Toi, tu le fais pas mal, toi. Montre-nous. C'est plutôt très bien. Alors écoute-moi, quel est ton prénom? Margot.
Alors Margot, tu vas faire la même chose, mais tu vas essayer que ton pied, il se décolle à peine du sol. Tu vois comment il fait mon pied là? Donc au lieu d'avoir des phases très longues en l'air, tu vas essayer de faire des phases très courtes. C'est parti. Attends, regarde Margot. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ça, pour ceux qui ont déjà vu comment ça fonctionnait dans des entraînements d'athlétisme, ils travaillent sur les deux. C'est des exercices qui sont complémentaires, plutôt du renforcement musculaire pour les montées de genoux, pour les fléchisseurs de hanches, et plutôt de la réponse motrice, de l'explosivité pour le travail de skipping. Donc ça, je vous engage à faire ce travail de skipping qui peut être décliné sur le côté aussi. Il y a plein de choses intéressantes à faire et je vous engage à aller voir des vidéos sur YouTube parce qu'il y en a plein là-dessus. On va parler de pose du pied puisqu'on est sur la partie kinesthésique, je vous rappelle, c'est-à-dire comment est-ce que l'enfant il ressent la pose de son pied. D'accord? On va faire un petit exercice que vous devez faire aussi, j'imagine. C'est le déroulé du pied, du talon. Alors, pour l'instant, vous allez imaginer une ligne devant vous ou vous mettre sur une ligne et vous allez marcher comme si vous étiez sur un petit muret et votre talon, il doit se poser juste devant votre pointe de pied. Je regarde devant, tu fais en même temps que les autres, vas-y. Alors ça, c'est la première étape et vous verrez que déjà, certains enfants sont en difficulté avec le fait de tenir une ligne. Alors, le but du jeu n'est pas d'arriver le premier. Celui qui arrive en premier, il a perdu. Aïe, aïe, aïe. Allez, continue. Alors, il faut arriver quand même un jour parce que sinon, ça va être long. Alors, stop. Bougez pas. Don't move. Statue. On va faire la même chose, mais regardez-moi bien. On va poser le talon en premier et on va essayer de se soulever sur la plante de pied. Ça, vous pourrez essayer vous déjà. Même pour un adulte, c'est difficile. Alors, ce déroulé du pied, en fait, on le travaille beaucoup. Il est très intéressant parce que ça permet de travailler sur les extenseurs là, du pied qui sont importants dans les coordinations de saut et de course. Mais ce n'est pas comme ça que notre pied doit se poser sur une... Enfin, c'est pas comme ça. Sur des distances très longues. Au basket, nous, on ne veut pas que le pied se pose avec le talon en premier. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va freiner notre course et qui va nous empêcher d'avoir, une continuité dans l'énergie qu'on donne. Parce qu'à chaque fois que je pose mon talon en premier très loin devant moi, je freine mon mouvement. Pour les athlètes qui travaillent sur des distances moyennes, donc pas sur du très long où là on sera sur de l'attaque talon, mais sur des distances moyennes, la pose elle se fait sur l'avant du pied, avant, milieu du pied. D'accord? Et l'endroit où se pose le pied, c'est légèrement devant le centre de gravité, pas trop loin devant et évidemment pas derrière. D'accord? Néanmoins, attention, cet exercice-là, il est très intéressant. Donc faites-le parce qu'on travaille sur leur capacité à avoir une extension complète du pied pour les phases de saut, pour les phases de course. Tu veux me dire quelque chose? C'est toi, tu le drives, hein, c'est ça? Tu t'occupes de lui? Oui. J'ai l'impression. On va faire un autre petit travail, justement, où là, on va travailler vraiment sur la pose du pied qui nous paraît la plus efficace. Regardez bien, en marchant, je vais lever mon pied ici et je vais faire ce mouvement-là. Donc, j'ai ma pointe de pied qui est tendue, qui est fléchie là, qui regarde vers le haut, et je vais poser mon pied sur l'avant du pied. Donc, c'est le travail de ce mouvement-là, ce mouvement de griffer, qui nous permet d'avoir une reprise d'appui efficace. Je vais faire court sur cette partie-là, parce que là, on est sur de l'athlétisme pratiquement, mais c'est des choses qu'on peut intégrer dans nos routines de début de séance. Ça doit être très court, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, les enfants, ils doivent manipuler le plus possible. Mais on peut avoir une routine, et ça peut être avec ballon, qui dure 4 minutes, 5 minutes, où on intègre ce travail-là. Alors,
Est-ce qu'il y en a qui y arrivent? Alors, il y en a beaucoup qui sont sur attaque-talon. Alors, c'est long à développer, hein. Même vous, si vous n'avez jamais essayé, ce travail-là là, de flexion, d'extension du pied, il n'est pas évident. Bon, on poursuit. Je fais une petite aparté sur la pliométrie. Je suppose que vous n'en faites pas. Qui sait ce que c'est que la pliométrie? Vous avez déjà entendu ce nom-là? Non? Bon, la pliométrie, c'est le fait d'avoir très rapidement une contraction excentrique, c'est-à-dire par exemple une réception après un saut. Donc je saute d'un plinth, je descends et je vais tout de suite chercher à rebondir. C'est un type d'entraînement de force qui va permettre de renforcer les groupes musculaires voilà, du bas du corps et notamment les quadriceps. Bon, du coup, j'en parle pas si personne sait ce que c'est. Mais en tout cas, bon, c'est juste pour dire qu'on évite avec cette catégorie d'âge parce que les structures osseuses ne sont pas encore prêtes à subir ce travail-là. Alors, comme on veut faire en sorte que ils apprivoisent leurs appuis, hein, là on est vraiment dans le thème, c'est-à-dire comment je peux utiliser mon pied, on va essayer de donner beaucoup de variabilité à la manière dont ils vont poser leurs pieds. Alors, attention, on va faire un petit jeu. Vous allez marcher, vous déplacer vers là-bas, vous allez marcher à la manière d'eux. Et on va commencer par marcher à la manière d'un éléphant. Alors attention, on doit toujours rester debout, on ne pose pas les mains par terre. Vous pouvez utiliser vos mains pour faire quelque chose, mais moi, avec vos pieds, à la manière dont vous marchez, je dois voir que c'est un éléphant. Allez, faites-moi un bel éléphant, c'est parti. Donc là, naturellement, on va avoir une pose de pied à plat pour pouvoir faire le plus de bruit possible. Donc ça nous intéresse parce que nous, sur la course, on veut poser le pied pratiquement à plat quand on est sur la pose du pied. Alors vous voyez qu'il y en a qui sont beaucoup concentrés sur la trompe et moins sur les appuis, mais c'est pas grave. Comment tu fais l'éléphant, toi? Ah, c'est pas mal. Par contre, c'est un éléphant il fait pas beaucoup de bruit, lui. Hein. L'éléphant, ça fait du bruit quand ça se déplace. T'as fait du bruit avec tes pieds? L'éléphant, tu l'entends arriver. Hein. Attention, maintenant, on va se déplacer à la manière d'une libellule. Tiens. C'est parti. Alors là, spontanément, on va avoir un déplacement sur la pointe de pied qui nous intéresse aussi. Le but du jeu, hein, vous avez compris, c'est d'utiliser la plante du pied dans tout ce qu'elle peut nous permettre. Pas mal. Attention, je laisse mes dernières petites libellules arriver. Attention, maintenant, on va se déplacer comme un crabe. C'est parti. Ah oui, voilà, on se déplace sur le côté. Donc là, on va induire un sens de déplacement. Bon, c'est toujours sympa avec les enfants. Vous voyez que spontanément, il y en a qui font des pas chassés. On est plutôt sur une pose pointe de pied. OK. Est-ce qu'on en fait un dernier? On va se déplacer. On va prendre un animal qui ne fait pas de bruit du tout. On va se déplacer comme un chat. C'est parti. Ah non, pas de main au sol, on a dit. Hein. Je dois voir un chat, mais en vous voyant marcher. Et là, des fois, ça peut être un moyen intéressant d'avoir ce déroulé du pied, justement. Ou alors, il ne faut pas réveiller l'ogre qui dort dans la caverne. Et donc là, on va avoir un déroulé du pied. Ça, pour vous montrer que imager, des fois, ça peut nous faire obtenir des résultats auxquels on ne serait pas arrivé si on donne des consignes techniques, en fait. Très discret. Oh là là, ça ne fait pas de bruit. Bon, on avance.
Bon, vous voyez l'idée. Après, on pourrait faire tout ce qui est travail d'utilisation de l'extérieur du pied. Marcher. Tiens, qui arrive à marcher comme ça, que sur l'extérieur du pied, là? Ah bah, ça va être maintenant, là. Ouais, et maintenant, est-ce qu'on marche sur l'intérieur du pied? L'intérieur. Et maintenant, on marche sur les talons. Que les talons. Voilà, tout ce travail-là, eh ben, il peut être intéressant et ça, c'est facile à intégrer dans des parcours. Hein. Alors, je stoppe sur la partie kinesthésique, la pose du pied. On va passer à la vélocité, qui est dans les quatre familles peut-être la plus importante, même si elles ont toutes leur importance. Et surtout, elles sont toutes interconnectées. Hein. On ne travaille jamais que une seule capacité quand on fait un exercice. Hein. Il y aura souvent de la vélocité et de l'équilibre et puis de la kinesthésie, puisqu'on apprend à s'équilibrer en posant les pieds d'une certaine manière. Là, on va parler de vélocité. À votre avis, qu'est-ce qu'on travaille quand on fait de la vélocité? Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de vélocité? Flo? Alors, c'est de la vitesse, mais on peut aller très vite sans être véloce. C'est de la vitesse gestuelle, en fait, la vélocité. D'accord? La fréquence gestuelle. OK? Être capable de reproduire un mouvement avec beaucoup de rapidité. Et on va être aussi sur tout ce qui est changement de direction. Être véloce, c'est être capable de changer de direction, changer de type de course. Et ça va être intéressant, notamment pour tout ce qui nous concernera sur les appuis défensifs. Des enfants, il y en a qui sont très véloces naturellement, mais on va travailler voilà, sur la fréquence gestuelle et sur la capacité à changer d'orientation, changer de direction. Alors, premier atelier. Flo, tiens, viens. Qui va aller prendre un ballon? Margot, c'est ça? Allez, vas-y, fonce. Mets-toi sur la ligne des lancers francs, s'il te plaît. Alors, je vais vous présenter... Non, pas du tout. On ne peut pas faire plus statique. Je vais vous présenter plein de petits ateliers autour de la vélocité. Je fais une petite aparté sur l'échelle de rythme. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des échelles de rythme dans leur club? C'est pas grave, je ne vais pas vous dire c'est nul, fallait surtout pas. Non, non, non. Les échelles de rythme, c'est intéressant, surtout à cet âge-là. On s'est rendu compte par plusieurs études assez drôles que pour des sujets déjà entraînés à partir de U13, ce n'était pas très intéressant. Donc avec cet âge-là, continuez, c'est super pour la coordination, pour la vélocité. Moi, je l'utilise peu parce que je trouve ça trop décontextualisé de ce qu'on observe en match. Ça ne correspond pas à grand-chose, mais c'est quand même intéressant pour coordination et vélocité. Donc, continuez. Je vous donne juste les deux petites études là, qui sont assez drôles, qui ont été faites il y a plus de 10 ans hein, maintenant. Vous aurez les références dans le petit document là, que j'ai préparé. Une étude qui a été faite sur un groupe de U13 footballeurs avec un groupe test, un groupe témoin, on va dire, qui n'utilisait pas du tout l'échelle de course sur un temps de 6 ou 8 semaines, je ne me souviens plus, et un groupe qui utilisait l'échelle de course 3 fois par semaine, 45 minutes, et on n'a vu absolument aucun gain de fréquence gestuelle, aucun gain de vitesse, aucun gain de compétences, on va dire, techniques sur la conduite de balle, rien du tout. Bon, c'est une étude, elle a été réalisée sur un panel assez large, mais voilà. Et il y a une deuxième étude assez drôle aussi, sur des volleyeurs professionnels qu'on a testé sur un travail sur échelle de motricité et sur le jeu Just Dance, que vous connaissez peut-être, sur une période de 6 à 8 semaines, et on a eu plus de gains, plus de résultats sur Just Dance que sur l'échelle de motricité. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si vous avez des équipes de gens plus âgés et plus entraînés, notamment avec des seniors, bon, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose et c'est ce que les études tendent à démontrer. Bref, je continue parce que je pars dans des trucs qui n'ont rien à voir. Allez, viens avec ton ballon. Tu vas partir d'ici. Tu vas donner la balle à Florian d'abord. Tu vas partir d'ici et tu vas aller le plus vite possible, donc en sprint.
D'ici jusqu'à la pastille, attention, jusqu'à la ligne bleue, tu dois être au maximum de ta vitesse. Tu as le droit de freiner qu'à partir de la ligne bleue. Et là, on travaille, alors on va mixer plusieurs choses, mais on travaille sur une compétence fondamentale qui est la capacité à s'arrêter. On travaille beaucoup sur la capacité à accélérer, mais très peu sur la capacité à s'arrêter, qui, au basket particulièrement, est fondamentale. Et je regardais récemment un documentaire sur le travail de Zachary Rizaché à Bourg-en-Bresse avec son préparateur physique, qui disait que les joueurs pros, très souvent, c'est des machines de guerre au niveau puissance musculaire. C'est comme des Ferrari, mais qui n'ont pas de frein parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Et qu'il y a une grande partie, alors je crois qu'il donne un pourcentage, mais une grande partie des blessures qu'ont justement les joueurs professionnels qui est due à cette capacité déficiente de s'arrêter. Donc ils vont très très vite, mais au moment de retomber après des sauts ou de s'arrêter après des sprints très violents, et comme ils n'ont pas la motricité nécessaire, ils blessent les structures tendineuses ou les structures musculaires. Bref, alors, donc tu as donné ton ballon, tu vas sprinter, là j'ai le droit de ralentir, et Florian il va lancer la balle soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, et tu dois l'attraper avant son deuxième rebond. Attention, tu dois toujours regarder Florian. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de lui tourner le dos, il faut que tu passes bien derrière les plots. Donc tu dois courir en arrière et sprinter pour aller chercher le ballon. OK? Attention, est-ce que tu es prête? Allez, vas-y. Hop, je ralentis. Alors, le trajet que tu dois avoir, attends qu'elle soit bien sur la pastille pour lancer la balle et surtout lance-la plus haut pour qu'elle ait un rebond. Il faut que tu passes à l'extérieur des plots. D'accord? Donc, il faut que tu recules ici et que tu réaccélères ici. Tu vois, il faut que tu passes derrière. Tu n'as pas le droit de rentrer là. Ça marche? On réessaye? Est-ce qu'il y en a un deuxième qui veut passer là-dessus? Oui, allez, une autre jeune fille. Vas-y, mets-toi derrière. Vas-y, Margot. Oui. Ah, c'est pas mal. Alors, on veut bien obtenir de la course arrière. Donc là, évidemment, il va falloir redonner les consignes et tout ça. Tu redonnes la balle à Florian, tu essayes. Même chose. Vas-y, sprint. Oh là là, recommence. Là, tu es au maximum de ta vitesse. Si tu as un copain qui est derrière toi pour te piquer ton goûter, tu ne vas pas courir plus vite. Regarde, je veux ton goûter. Allez, vas-y. Bon, elle ne tient pas à son goûter apparemment. Vas-y, continue. Hop, course arrière, oui, et accélérer. OK, donc vous avez vu que le but là, c'est d'avoir une motricité qui évolue entre une course arrière et une course avant. Ah non, on a plein d'ateliers, vous inquiétez pas, on va faire plein de choses. Les deux filles, vous restez là, puis vous allez le faire tout à l'heure. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Deuxième atelier que je vais vous montrer là-bas. J'aime beaucoup le travail de poursuite pour travailler la vélocité, parce que c'est ce qui engage émotionnellement le plus les enfants de cet âge-là. Le travail de poursuite, c'est ce qui les met le plus dans l'action. Allez, il me faut deux enfants là. Je veux des enfants qui courent très très vite. Toi, tu cours très très vite? OK. Va là-bas au niveau des grands plots bleus. Et ton prénom c'est? Antonin. Allez, vas-y Antonin. Alors ça, c'est un travail que je fais beaucoup avec mes grands gabarits notamment, qui eux ont une faiblesse dans les déplacements et particulièrement les déplacements latéraux, les déplacements arrière. L'appréhension de l'espace arrière est très compliquée sur les gabarits et les très grands gabarits. Donc, il y en a un qui est ici face au plot. Antonin, viens me voir. Toi, tu vas démarrer ici, face à ton copain là. Voilà. Toi, tu as le droit de te déplacer qu'en reculant. OK? Et il faut slalomer comme un serpent. Toi, tu te déplaces en avançant, mais c'est pareil, tu dois slalomer. Donc, toi, ton objectif, c'est slalomer en arrière et passer la ligne rouge avant que lui, il t'attrape. C'est bon? C'est toi qui déclenches le début de l'action. Dès qu'il démarre, tu as le droit de démarrer. Attends, mets-toi bien derrière. Voilà. Allez, c'est quand tu veux. Allez. Ouais. Allez, vite, il te rattrape, vite. Oh là là, tu t'es fait attraper. Attention, ce n'est pas des plaquages. Hein. Bon, vous voyez qu'on peut réduire, augmenter la difficulté selon l'endroit où on met celui qui est poursuivi. Changez les rôles.
Je vous donne la base de l'exercice, mais bien sûr, si on veut le faire évoluer, il y a 1000 moyens. Évidemment, on peut leur mettre des ballons. Vas-y, c'est quoi ton prénom, toi? Lou. Lou. Ok. Eh bien, Lou, c'est toi qui décides quand tu démarres. Attention, attention, que en arrière. Hein. Là, tu es déjà sur le côté. Allez, allez, allez. Et jusqu'à la ligne rouge, il faut aller. Bon, si on veut encore le faire évoluer, on peut rajouter des ballons, c'est-à-dire à la fin, celui qui a couru en arrière, s'il n'a pas été touché, il a le droit de prendre un ballon, d'aller marquer le plus vite possible. Celui qui poursuit, ben, on peut lui mettre aussi un deuxième ballon pour continuer de le poursuivre avec le ballon. Là, vous avez la base de la situation où on travaille deux compétences de course un petit peu différentes et on va travailler sur la fréquence d'appui. Mais vous pouvez mettre plein de choses autour. Restez là. Atelier suivant. Allez. Ton prénom, c'est Kenza. Et Mathis. Allez chercher un ballon. Et moi, je vais même prendre un troisième. Ton prénom, c'est Romy. Allez. Tu viens ici, Romy. On travaille un petit peu sur les déplacements latéraux. Alors non, ça c'est pour les ballons. Donc sors, Romy, mets ton ballon ici. Mets ton ballon ici. Donc toi, tu es sur la pastille 2, toi tu es sur la pastille 3. Elle, son objectif, tiens, mets-toi à ma place. Voilà. Elle, son objectif, c'est d'empêcher les voleurs de récupérer le trésor, là, les ballons. Donc si tu le touches, il a perdu. Ok, mais tu as deux trésors à défendre en même temps. Ouais, pour l'instant, vous ne bougez pas. Asseyez-vous d'ailleurs tous les deux. Non, toi, tu peux te lever, c'était que pour. Donc, elle a le droit de toucher pour arrêter les voleurs. Et vous, ben, vous avez compris que quand vous avez le pied sur la pastille, vous êtes protégé. Dès que vous n'avez plus les pieds sur la pastille, ben, vous pouvez vous faire toucher. On va voir naturellement comment elle traite cette situation-là. Mets-toi face au public. Voilà. Allez, c'est parti, montrez-nous. Vous voyez qu'en termes de motricité, naturellement, on va être sur des déplacements latéraux et beaucoup de changements de direction, sans avoir besoin de faire un parcours avec des choses compliquées. Les parcours, ça fonctionne aussi, mais des petits jeux comme ça, c'est aussi intéressant. D'ailleurs, j'en ai un autre qui me vient en tête que je vous montrerai si j'ai le temps. Allez, il m'en faut deux autres. Ben, venez toutes les trois, tiens. Venez toutes les trois. Là. Alors, on a deux pastilles ici, un chat, une souris. La souris, elle veut rejoindre, je ne sais pas quoi, ça vit dans quoi une souris? Sa maison, voilà, tout simplement. C'est la petite souris, elle a ramassé ses dents et maintenant, elle veut rentrer dans sa maison avec son stock de dents. Alors, ton prénom c'est? Madi. Madi, ok, et Fatima. Alors, Madi, elle a deux chemins possibles pour rejoindre sa maison, soit ici dans cette porte-là, soit ici dans cette porte-là. Si elle franchit la ligne blanche qui est derrière, elle a gagné. Fatima, toi tu es le chat, toi tu aimes bien manger les souris, donc toi tu dois rester à l'intérieur de ce couloir-là, donc entre les deux lignes blanches, et tu dois essayer de la toucher avant qu'elle rentre dans sa maison. C'est bon? Tu n'as pas le droit de franchir les portes. Il n'y a que elle qui a le droit de franchir les portes dans ce sens-là. Est-ce que ça vous paraît clair? Tu n'as pas compris? Regarde. Toi, tu vas courir ici et tu as le choix de rentrer ici pour passer la ligne ou rentrer ici pour passer la ligne. OK? Mais il ne faut pas te faire toucher. Je vous donne le départ. Hop! C'est parti. OK, alors on va réexpliquer. Replace-toi. Toi, regarde, il ne faut pas marcher sur les bandes qui sont ici. Tu te déplaces entre les deux lignes blanches. Il ne faut pas aller ici. Il faut que tu la touches au moment où elle va passer, soit là, soit là-bas. On réessaye? Oui? Go! C'est parti. Eh bien, elle a réussi, elle a rejoint sa maison. Tu veux essayer de faire le chat? Ouais. M'a dit tu retournes en souris parce que tu es une super souris. Et go! Oh, tu vas te faire toucher. On recommence.
tu as le droit d'aller à l'autre porte aussi. Go! Si tu vois qu'elle y est, tu peux changer de porte. Voilà, là, on va commencer. Bon, vous avez compris l'idée, hein, c'est qu'on va avoir des changements de direction, des feintes, ce que les rugbyman, ils appellent du cadrage débordement. Et nous, ça, c'est des appuis qui nous intéressent beaucoup, 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 beaucoup. Je vous en montre un dernier. Viens, du coup. Ton prénom, c'est Amy? Ouais, prends un ballon. Pour travailler sur la course arrière. Donc ça, franchement, vous pouvez en inventer à l'infini. Il faut juste prendre le temps d'y réfléchir. Moi, c'est des exercices que je me souviens plus. Celui-là, je le fais pas mal. Je me souviens plus si je l'ai vu ou si je l'ai inventé, mais c'est souvent en voyant des choses dans d'autres sports. Voilà, c'est pas forcément en voyant du basket. Donc là, tu es ici, tu as un pied sur la pastille jaune. Tu vas lancer la balle, tu dois courir, passer derrière et attraper le ballon avant qu'il y ait son deuxième rebond. D'accord? Par contre, tu es dans le même sens que moi, hein, tu es face à là-bas, donc course arrière. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Vas-y. Alors, on essaie de ne pas marcher dessus, tu passes bien à l'extérieur. Ouais. Ok, même chose. Cette fois-ci, tu dois passer derrière le deuxième plot. Oh là là, ça trichote. Allez, c'est bon. Troisième plot. Toujours en course arrière, hein, pour partir. Oui, oui. Bon, vous voyez que voilà, on va adapter la hauteur de saut, mais on la vélocité de course arrière, passer le plus près possible du plot, ressortir. C'est encore plus efficace si vous avez des piquets là, parce que là, ils ne peuvent pas tricher en passant par-dessus, forcément. Mais voilà. Est-ce qu'on essaye de tous faire en même temps là pour qu'ils voient les ateliers fonctionner? Allez, tous les ateliers, vous allez pouvoir démarrer. Hop, hop, hop. Donc vous changez à chaque fois. Hein. Donc vous inversez les rôles à chaque fois. M'a dit, tu passeras chat aussi et tout. Allez, c'est parti. Et là, vous changerez les rôles aussi. Donc, sur toutes les situations que vous mettez en place, mettez des objectifs, mettez des contrats pour que ça ait du sens pour les enfants. Là, vous voyez qu'il y a une idée de progressivité. Là, on peut compter des points. Là-bas, on peut compter le temps avant lequel elle va se faire piquer les deux ballons. Là-bas, forcément, à chaque fois que j'y arrive, je marque un point. Ou alors, il faut marquer un panier. Bon. Alors après, à vous de rajouter des consignes techniques. Là, typiquement, sur comment on va s'arrêter en multipliant les appuis. Et là, je multiplie les appuis, ce sera peut-être moins parlant qu'il y a beaucoup d'araignées au sol et je dois en écraser un maximum. À vous de tester les choses. Là-dessus, chaque enfant est différent, hein, pour le coup. Ah non, parce qu'après, il faut franchir la ligne blanche. Hein. Eh ben oui, c'est pour ça, elle peut te toucher. Et changer les rôles. Hein. Allez, stop. On va s'arrêter. Ouh, aïe, aïe, il y a eu un accident là-bas. Tous les enfants, vous prenez un ballon et vous allez venir vous remettre sur la ligne rouge ici. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé? Ils sont rentrés dedans. Ah, classique. Alors, attendez. Avant de passer à la suite, donc là, je ne vais pas aller plus loin sur la vélocité, mais vous avez compris l'idée de tous ces petits ateliers qui sont faciles à organiser sur des parcours ou sur justement un travail en atelier avec des enfants qui tournent. Vous posez les ballons au sol et écoutez-moi bien, vous allez ramasser tout le matériel et aller essayer d'empiler ça correctement, de mettre tout à côté de mon sac là-bas. On laisse les ballons.
Alors, on va passer maintenant au volant coordination, coordination, dissociation, hein, ça va un petit peu ensemble. Et quand on parle de coordination et de dissociation, ça se fait sur plusieurs axes. Il y a l'axe droite-gauche, être capable de faire des choses différentes avec la droite, avec la gauche, de coordonner des actions avec le côté droit, avec le côté gauche, que ce soit avec les mains ou avec les pieds. Nous, on va beaucoup parler des pieds. Et ça se fait aussi haut du corps, bas du corps. C'est-à-dire être capable de coordonner ce que fait le haut du corps, ce que fait le bas du corps. Et je dirais même, il y a une troisième chose à coordonner, c'est ce que fait la tête, ou à dissocier. Je fais une chose avec le milieu, et une autre avec le bas, et une autre avec la tête. Et vous voyez d'ailleurs que tout est interconnecté. Tout le travail d'école de course qu'on a fait au début pour travailler sur la pose du pied, eh ben, il nous intéresse dans la coordination aussi, forcément. Allez, on se met sur la ligne rouge. Let's go on the red line. Alors, vous n'allez pas, non d'ailleurs, vous n'allez pas tous forcément vous mettre sur la ligne rouge, mais vous allez m'écouter. Ballon sous le bras, si je parle, c'est ballon sous le bras, on a dit. Importance de mettre en place des règles de fonctionnement, j'imagine que vous savez, mais il doit y avoir des réflexes qui viennent parce qu'ils ont été mis en place au départ. Donc, vous allez prendre une ligne, peu importe laquelle, et écoutez-moi bien, vous allez... T'as pas de ballon? Eh bien, va le chercher, vas-y. Vous allez marcher sur la ligne et dribbler à l'extérieur de la ligne. OK, on suit bien la ligne. C'est bon? Alors là, vous pouvez partir dans... Vous pouvez vous mettre ici, vous pouvez vous mettre là. C'est parti. Je marche sur une ligne, je dribble à l'extérieur de la ligne. OK, stop. Statue, ballon sous le bras. Maintenant, je vais marcher d'un côté de la ligne et je vais dribbler de l'autre côté de la ligne. C'est parti. Interdiction de marcher sur la ligne. Je dois marcher à côté de la ligne. OK, c'est pas mal. Alors, stop. Maintenant, on va marcher d'un côté de la ligne, toujours dribbler de l'autre, et dès que je croise une ligne, je vais changer de main. Donc le ballon, il va aller de l'autre côté, et mes pieds ils vont traverser aussi. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Ouais, on essaye, c'est parti. Dès que je passe sur une ligne... Alors, on ne dribble pas sur la ligne, on dribble à côté, et je dribble d'un côté, je marche de l'autre. Donc là, vous avez compris, on coordonne haut du corps, bas du corps. Et je change de côté quand je croise une ligne. OK, stop. Alors attention, on va faire quelque chose de très très dur. Toujours coordination haut du corps, bas du corps, ballon sous le bras. Vous allez reprendre ce qu'on faisait au début, enfin ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire marcher d'un côté, dribbler de l'autre, mais vous allez poser un dribble en même temps que chaque pas. Donc, ballon et pied, ballon et pied. Le ballon se pose en même temps que mon appui. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Et on le fait avec les deux mains. Eh ben, en fait, il faut que tu poses ton dribble, le ballon il doit tomber au sol en même temps que ton pied. Boum, 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 boum. OK? On ne doit pas aller sur la ligne. Ah bah là, tu essaies de dribbler d'un côté et de marcher de l'autre, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de poser un pied, un dribble. Donc ça, on peut faire ça en reculant, en allant plus loin. On peut leur demander de poser 3 dribbles, faire 3 appuis en même temps, et au troisième, je change de main et je change de côté. Bon, sur des U9, on va rarement jusque-là, mais avec des plus grands, ça peut être intéressant. Et après, encore plus dur, je fais 3 appuis et 2 dribbles avant de changer de côté.
Et vous essayerez, je suis sûr que vous n'y arriverez pas. Ok, stop. Alors, on est toujours dans la dissociation haut du corps, bas du corps. Vous allez tous vous mettre sur la ligne de fond là-bas. Allez, vitesse, lumière. Vitesse, lumière. Ça veut dire vitesse super rapide. La ligne rouge qui est à moitié cachée, elle est là. La ligne de fond du terrain de basket. Alors, on va dissocier la fréquence gestuelle, haut du corps, bas du corps, dribbler très vite, marcher doucement. Écoutez-moi bien. L'objectif de cette situation, c'est de faire, vous allez, qui sait compter jusqu'à 100 ici? Qui sait compter jusqu'à 200? Bon, ça devrait être suffisant. Donc l'objectif, vous allez compter vos dribbles. Il va falloir aller jusqu'à la ligne rouge qui est ici. Vous devez faire le maximum de dribbles, ok? Et vous allez retenir le nombre que vous avez fait. On arrête de compter les dribbles dès qu'il y en a un qui est arrivé à la ligne du milieu. Est-ce que c'est clair? Donc ce n'est pas une course. Le but du jeu n'est pas d'arriver le premier. Le but du jeu est d'avoir le maximum de dribbles quand je vais dire stop. C'est bon? Interdiction de dribbler sur place, il faut se déplacer en avançant. C'est parti. Donc là, on est sur une situation où ils sont tentés... Stop! On arrête. Ils sont tentés de marcher doucement et vous allez voir qu'on va faire en sorte qu'ils dribblent un petit peu plus. Alors, qui a fait plus que 10? Qui a fait plus que 20? Alors là, vous devriez tous être capables de faire plus que 20. Donc on va recommencer, on va partir d'ici. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de faire le maximum de dribbles. Donc faites-moi de la répétition là. On y est. Et go! Allez, on multiplie les dribbles. Voilà, on a compris ici. « 5 minutes » 50 minutes, tu veux dire? Non? 5 minutes, c'est pas bien ça. Ok. On va passer à la coordination plutôt que bas du corps, droite-gauche. Vous posez vos balles. Je vais vous montrer des exercices qu'on pourrait faire avec ballon, mais on va faire sans. Vous posez vos ballons. On va faire de la reproduction de patterns de saut. Alors des patterns, c'est un mot compliqué pour dire on va faire une chorégraphie, pas une chorégraphie, mais un enchaînement de sauts qu'il va falloir reproduire. Alors, on y va, on va commencer. Regardez bien, vous posez vos ballons. On va faire 3 cloche-pieds, 1, 2, 3, puis 3 cloche-pieds de l'autre, puis 3 cloche-pieds de l'autre, et ainsi de suite. C'est parti. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, on n'est pas trop sur du cloche-pied, mais... Alors... Deuxième exercice plus dur, on va faire 2 cloche-pieds et 3 cloche-pieds de l'autre. C'est parti. Là, vous allez voir que c'est plus compliqué déjà si vous comptez. Parce qu'il faut dissocier ce que fait la jambe droite et ce que fait la jambe gauche. De ce travail d'appui, on va rajouter un travail de saut. Non, on n'a toujours pas les ballons. Regardez bien, on va faire 2 cloche-pieds, 1, 2, 2 cloche-pieds, 1, 2, et un saut à 2 pieds. C'est bon? C'est parti. On ne se précipite pas, ce n'est pas une course. Ouais, on prend le temps, ouais, c'est bien. Alors, vous voyez qu'il y en a qui ont besoin de temps, mais qui y arrivent quand même. Et de là, donc là, tout est possible. Hein, encore une fois, on peut faire en arrière, on peut faire sur le côté. Mais de là, on va arriver à des habiletés qui ressemblent plus à des choses qu'on voit au basket. Donc là, vous allez faire 2 appuis, puis un saut sur un pied. Donc 1, 2, sauter. 1, 2, sauter. C'est bon? C'est parti. D'une jambe et de l'autre, vous avez compris l'idée. On peut rajouter des consignes sur le pied, la flexion du pied. On va avancer, on va faire, regardez bien,
je vais faire un appui vers l'avant, sauter et retomber sur 2 appuis. C'est parti. Ben regarde, elle le fait bien, Margot. Vas-y. Ah non, elle ne fait pas si bien finalement. Regarde, papa, stop, statue. J'avance un pied, je saute pour atterrir sur 2 pieds. C'est parti. Oui, c'est bien. Bon, là, vous avez reconnu, hein, on est sur des habiletés typiques de, par exemple, départ croisé, situation de tir, voilà, ou arrêt un temps, toutes ces choses-là. Ça, on fait sans ballon et on pourrait le faire après avec ballon. C'est ce que moi, je fais beaucoup avec les grands gabarits, travailler sur la précision technique, sur le départ croisé, mais ça part d'un travail sans ballon, un travail d'appui. Voilà. Et on peut ajouter à ça les pivotés. Et là, garder l'équilibre sur les pivotés, ça va être important aussi. Donc je fais ça, et puis je pivote et je reviens. Tout ce travail de pivoter qu'il faut inclure, bien sûr, dès cet âge-là. On va parler de l'équilibre très rapidement. Et j'aimerais finir quand même par vous dire comment on exploite tout ça sur des situations plus jouées. Alors, équilibre. Toutes les situations très simples qu'on connaît, on s'équilibre sur un pied. Est-ce que vous êtes capable de tenir sur un pied en équilibre? Super. Est-ce que vous... Non, tu ne sais pas faire ça? Ouais, c'est pas mal déjà. Bon, normalement, c'est une habileté fondamentale qui est acquise. Maintenant, on ferme les yeux. Ah, déjà, ça se complique. Alors, un peu moins dur. Je suis sur un pied, ouvrez les yeux, mais par contre, je regarde le plafond. C'est une solution intermédiaire entre je ferme les yeux, où beaucoup seront en échec, et j'ai les yeux sur le sol ou devant moi, où là, ils seront plutôt en réussite. On peut travailler avec le ballon aussi, donc je me lance le ballon, je tape dans les mains. Voilà, toutes ces choses-là où on va travailler sur l'équilibre et la proprioception. Le travail de saut avec ballon aussi, je saute, je m'équilibre, je fais 3 dribbles. Je saute, je m'équilibre, je fais 3 dribbles. Bon, donc on est sur l'équilibre. Tout ce qui est équilibre à un pied, vous le voyez, on le voit, c'est tous les muscles équilibrateurs de la cheville. Ils vont être mis en action sur ce travail d'équilibre, ce qui fait qu'on est aussi sur de la proprio et du renforcement musculaire. Est-ce que j'avais autre chose sur l'équilibre? Enfin, j'avais plein d'autres choses, mais du coup, on ne va pas avoir le temps de le faire. L'équilibre et le déséquilibre dans le saut aussi, c'est-à-dire sur les réceptions. Exemple, non, on ne va pas le faire parce que j'aimerais vous parler d'autres choses après, mais il prend un ballon dans les mains, il saute le plus haut possible et moi, je vais le pousser avec un ballon sur le côté derrière pour avoir un déséquilibre aérien qui doit se transformer en un équilibre terrestre au moment où il va retomber sur ses pieds. C'est clair ce que je dis ou... Ouais. Il y a tout le travail, merci. Il y a tout le travail de rotation aussi, donc toujours des équilibres aériens. Je saute avec mon... Tiens, bah, essayez sans ballon. Vous écartez les pieds un peu plus larges que les épaules. Vous allez faire un saut pour pivoter un quart de tour. Voilà, c'est pas mal. Et je continue. Donc, les critères de réussite sur ce type de situation, je ne suis pas déséquilibré vers l'avant, vers l'arrière. Je n'ai pas besoin de sursauter pour me replacer. Donc tout ça, c'est des exercices qui sont intéressants. Si, oh, comment t'es fort, c'est ce que j'allais dire après. Après, vous pouvez faire un demi-tour. OK? Et après, vous pouvez faire un tour complet. Qui est capable de faire un tour complet? Vas-y, montre-nous. Ah, c'est pas mal. Alors, c'est le genre de déséquilibre qu'on ne veut pas avoir. Je vais vous aider. Oui, pas mal. Je vais vous aider. Plus vous serez large, plus ce sera facile. Plus votre saut il sera rasant, donc près du sol, et plus ce sera facile. Ouais, c'est mieux. 3 quarts de tour, tu as fait. Alors là, vous pouvez prendre des points de repère avec les lignes au sol, hein, bien sûr. OK. Merci les enfants. Tout ça avec ballon, sans ballon. Je vais m'arrêter là, même s'il y a d'autres choses, mais vous les aurez dans le document que je vais vous envoyer. Juste, j'aimerais vous montrer la logique de comment j'interviens avec les enfants sur ces catégories. On transforme
nos ateliers, nos petits éléments techniques, notre travail de capacité motrice en parcours imagé. Exemple, on est le 30 octobre, la veille de Halloween, donc on va faire un parcours sur le thème Halloween. Donc les enfants vont aller voler le trésor du vampire dans le manoir du vampire. Et là, on va intégrer toutes nos situations qu'on a vues précédemment. La première situation, il faut rentrer dans le manoir, donc il n'y a que des pierres et du vide en dessous. Donc on va être sur un travail d'appui, poser les pieds sur les pierres et tout ça. Atelier suivant, il va falloir marcher sans réveiller le vampire, donc on va travailler sur le déroulé du pied ici. Atelier suivant, c'est le labyrinthe de la momie, par exemple. On a disposé un quadrillage de plot et il y a un certain parcours à faire le plus vite possible, donc avec des changements de direction, des courses, revenir en arrière, pour pas que la momie elle nous voie. Donc là, on est sur de la multiplication d'appui. Ensuite, il y a un pont suspendu dans ce manoir, donc il faut marcher sur une ligne ou sur une poutre, si vous avez une poutre de gym chez vous. Marcher sur une poutre, vous pouvez faire dribbler ou pas en même temps. Ensuite, comme on a fait tout à l'heure, on peut écraser les araignées sur des situations comme ça ou sur des situations de proprioception où on va dribbler, hop, je m'arrête sur une marche d'escalier, j'écrase les araignées, je m'arrête sur l'autre marche d'escalier, j'écrase les araignées. Voilà, si j'avais eu le temps, je vous l'aurais montré. Ensuite, on va faire du skipping là pour éviter les flammes du dragon. Ensuite, on va se trouver face justement au gardien du manoir. Et c'est l'exercice qu'on avait tout à l'heure avec Flo. Donc le vampire, il nous fait un test et on doit respecter ce truc-là. Bref, donner des images, inventer des histoires. Et ça se réfléchit un petit peu en amont. Et au bout d'un moment, vous verrez que naturellement, vous allez faire des choses qui vont mettre un peu des étoiles dans les yeux des enfants. Et grâce à ça, on va arriver à des choses qu'on n'aurait peut-être pas obtenues avec des consignes techniques classiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que non, tout le monde en a marre et tout le monde veut aller manger, mais je pose la question quand même. Non, alors n'hésitez pas à venir me voir après hein, si vous avez des questions qui vous viennent. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que c'est toujours des matinées qui sont un peu ennuyeuses des fois. J'espère que je vous ai donné des choses qui vous resserviront plus tard. Voilà, merci au comité de m'avoir invité pour cette intervention. Merci et merci aux enfants, bien sûr, qui ont été formidables.